Salut les amis! Alors cette semaine on continue notre plongée dans la pédagogie martiale, on continue de préparer la rentrée. Cette semaine on va parler de la pédagogie perceptive, démonstrative et de la gestalt au sein des arts martiaux. C'est parti! Alors on continue notre approche et notre évolution dans la pédagogie martiale. Le but ultime de ces tutos, ce n'est évidemment pas de remplacer la partie physique par la partie théorique, mais plutôt d'optimiser la compréhension d'un exercice et encore plus la transmission de cet exercice, voire même la transmission de votre discipline dans son entièreté. Le but, c'est donc de créer des voies pédagogiques pour optimiser la façon dont vos objectifs vont être acquis. Rendre les choses intelligentes ne sera jamais au détriment de la façon physique dont vous allez les aborder et les vivre, c'est-à-dire soit les transmettre, soit les pratiquer. Vous pouvez toujours être martial, le plus physique possible, mouiller le kimono, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler de manière intelligente et de manière à savoir précisément ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc cette semaine, on va parler de la pédagogie démonstrative, de la pédagogie perceptive, donc qui sont liées, et de la gestalt. Alors, le principe déjà de la gestalt, c'est que c'est une thérapie visant à, on va dire, être meilleur dans son organisation, dans ses relations psychosociales et essayer de retrouver un peu un équilibre à travers certaines méthodes. La méthode première de la gestalt que l'on va pouvoir, on va dire, extraire et utiliser dans le monde des arts martiaux, c'est de pouvoir appliquer une vision d'ensemble avant d'en voir le détail. Le principe de la gestalt, c'est déjà d'aborder les choses dans leur entièreté, dans leur globalité, avant d'en saisir, on va dire, les subtilités. Donc, pour un exercice, ça va être déjà de démontrer l'exercice avant de commencer à le décomposer, pour voir déjà le mimétisme et si la personne va pouvoir réaliser sa construction instantanée. De là, va pouvoir s'appliquer d'autres méthodes. La méthode démonstrative, c'est quasiment la méthode la plus répandue dans le monde des arts martiaux. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le prof montre l'exercice et que les élèves copient. En gros, c'est du mimétisme. C'est très bien la plupart du temps quand on a des enfants, des débutants, parce que pour leur montrer un mouvement, on va se mettre face à eux, ou éventuellement le faire en miroir face à eux, ou on va se mettre dans le même sens qu'eux, peut-être au sein du groupe, pour qu'on puisse le faire tous ensemble. On l'a tous fait à un moment donné, on a une ligne de gamins derrière avec du kion, on se met à bouger pas, je me mets avec vous, on le fait ensemble à mon top départ, on avance et on va faire l'exercice. Donc la partie démonstrative va vous faire gagner du temps en point de vue pédagogique parce que l'élève n'a pas besoin de réfléchir, n'a pas besoin de se remettre en question, n'a pas besoin de construire des choses par lui-même, il va vous regarder et il va copier. Donc ça va vous faire gagner du temps, certes, mais à tout point de vue. C'est-à-dire sur l'intégralité de votre plan de cours, sur le nombre d'exercices que vous avez prévu de faire. Quand il y en a un qui va commencer à être un peu long, qui risque de déborder sur le programme que vous aviez prévu, on fait un peu de démonstratif. Bon, je vais vous montrer, ça va aller plus vite. Le point faible du démonstratif, et le point faible, on va dire même du gestalt de manière générale, c'est justement d'apporter la réponse avant que l'élève se soit posé la question. Donc ici, je vais vous démontrer quoi faire, ça veut dire que vous n'aurez déjà pas besoin de réfléchir à quoi faire, puisque c'est moi qui vous donne la solution. On va faire ça. C'est un peu déjà le contraste et le contraire entre donner des instructions orales à ses élèves et voir ce qu'ils vont en faire, si déjà ils ont compris, et le faire à leur place. Souvent, le côté démonstratif, la pédagogie démonstrative, malheureusement, a tendance à laisser le professeur faire à la place de l'élève. Et donc ça, à faible niveau, ce n'est pas encore trop dommageable, mais à des niveaux gradés, c'est très destructeur de l'évolution de vos élèves, si vous êtes enseignant. Et même vous, en tant qu'élève, hein, si toute votre vie, on va vous montrer quoi faire, au bout d'un moment, où est la notion d'art, où est la notion de complémentarité, où est votre identité, où est votre prise de confiance, voire votre prise de risque dans des exercices, où sont vos acquis, quelle est votre compréhension, quelle est votre construction mentale, où sont les paramètres cognitifs qui vont vous permettre de délivrer quelque chose par vous-même. Donc le démonstratif doit vraiment avoir ses limites. On va démontrer certaines choses et elles doivent être très précises. D'ailleurs, on peut même en jouer. On peut faire démontrer à quelqu'un pour voir si peut-être que les débutants vont pouvoir ainsi copier, mais pour voir si les plus anciens, les plus expérimentés
ont compris les choses et sont capables de le démontrer. On peut mettre en scène la démonstration à l'approche d'un passage de grade, le fait de faire démontrer un exercice d'hyponcumité, de kata, de bunkai à 2 personnes face à un groupe, ça les met aussi en condition de stress. Donc on est aussi en train de travailler un petit peu sur des paramètres psychologiques, sur le stress. Donc le démonstratif peut avoir plusieurs facettes. On peut aussi, nous, mettre en scène l'erreur démonstrative afin de créer la question de pourquoi ça ne marche pas. Et donc obtenir des réponses. Donc commencer à faire ce qu'on va appeler du constructivisme, mais ça, on le verra plus tard. Donc au-delà de la démonstration, au-delà de la pédagogie démonstrative, on va pouvoir faire aussi de la perceptive. Donc la perceptive, tout ça c'est lié. La perceptive, ça va être bien sûr le visuel, l'apprentissage visuel, mais aussi verbal, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous exprimer, le choix des mots, la didactique. Pourquoi vous allez dire ça plus qu'autre chose? Parce qu'à chaque mot que vous allez donner à vos élèves, c'est une information. Et si je délivre l'entièreté de l'information, il n'aura peut-être pas besoin de réfléchir par lui-même, que si je donne qu'une partie des informations, peut-être que lui doit recomposer le reste. Donc ce sera peut-être plus intéressant pour lui. Donc visuel, verbal et sensoriel, perceptif. Donc là, pour le coup, lorsque l'on va faire du Go-Shinjutsu, de la self-défense, des disciplines où on a besoin de contact pour faire des clés, des choses comme ça, il va falloir que l'élève puisse comprendre aussi par le ressenti corporel. Donc, on va aborder tout doucement le côté kinesthésique, somesthésique que l'on a purement dans les cours de self. Parce que là, il va falloir faire du ressenti corporel, donc de la proprioception. Et on sait bien que la proprioception, c'est le nerf de la guerre dans les arts martiaux, dans le karaté. Il faut que le corps puisse ressentir sa position sans que l'on ait à regarder dans quelle position on est. On doit instantanément, avec l'expérience, savoir si on est bien positionné. Donc, on a tendance à mettre l'accent sur le kata, par exemple, ou sur le kyon. Ok, tu regardes devant toi, tu dois savoir si tu es bien positionné. Et on a tendance à oublier que le côté perceptif, ça doit fonctionner par deux. Je ferme les yeux, je bloque. Où est-ce que j'ai bloqué ? Au niveau du bras de l'adversaire, est-ce que je suis au niveau de son poignet, de son avant-bras, de son coude? D'accord? Vous devez avoir déjà ces notions-là. Donc, encore plus sur des saisies en Goshin. Je ferme les yeux, on vient me saisir, on met la main sur mon épaule ou sur mon dos, je dois pouvoir trouver rapidement, si c'est la main droite, la main gauche, dans quel sens elle se tourne. Et donc, par extension, qu'est-ce que moi je vais faire? Comment je dois me positionner pour pouvoir interagir avec mon agresseur? Donc, vous voyez, là, le côté perceptif, ça amène aussi des ressources qui sont liées au démonstratif et à la gestalt. Voir les choses dans leur entièreté pour pouvoir ensuite en extraire des détails. Voilà, c'était un petit peu la thématique de la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourra en faire un tuto de 45 minutes, on pourra en faire des choses. N'hésitez pas, vous, à vous documenter aussi, voire même à suivre des formations qui peuvent vous aider à comprendre mieux tous ces principes-là. Une petite anecdote, vous l'avez déjà donnée il y a longtemps aussi, mais que j'aime beaucoup dans ce domaine justement de perception et de démonstration. Premier cours, première fois au dojo de Keiyo en 2002, j'arrive et petit bizutage extrêmement bienveillant de la part des anciens en cours de Mokyokai. Ils me mettent au milieu du groupe, ils me disent on remonte l'entièreté des katas de maître Funakoshi. Alors je leur explique qu'à l'époque, je suis premier ou deuxième dan, je ne sais plus, je ne connais pas l'entièreté des katas. Ils me disent, mais on sait. Et de toute façon, on va faire des versions anciennes que tu ne connais pas forcément. Tu dois le faire, tu ne dois pas te tromper, tu ne dois pas ralentir le groupe, tu ne peux pas abandonner, donc te mettre sur le côté de peur de nous déranger. Donc tu es obligé de le faire sans nous ralentir et sans te tromper. Donc ils n'ont pas été très vite, mais ils ont été, on va dire, proches du temps réel, c'est-à-dire on y va, on ne s'arrête pas, ils n'ont pas compté. Ils font en hajime. Et donc on enchaîne les katas, et je me dis, bon, c'est un petit bizutage. Alors avec la petite notion à la clé de, bon, si tu veux rester dans les cours de Mokyokai, fais l'exercice correctement. Si on voit que déjà là, tu abandonnes, tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien de rester. Mais après, Maître Nagura ou Maître Iwamoto, je ne sais plus, me confiera que c'était pour me motiver, mais il ne m'aurait pas forcément... voilà, c'est pas rigoureux au point de dire « ouais, tu as un exercice à faire, si tu ne le réussis pas, tu sors ». Ils sont bien plus bienveillants que cela. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je fais l'entièreté de mes katas, ils passent à autre chose, on fait le cours, et à la fin, on mange tous ensemble, comme à chaque fin de cours. Et de là, moi j'essaie de leur dire « mais à quoi ça sert ?»
Moi, je ne connais pas les katas, j'ai l'impression quelque part de perdre mon temps. Donc c'est intéressant parce que ça me donne un peu le spectre global du karaté, des arts martiaux. Moi, j'étais comme un fou, j'étais aux anges de découvrir ça, de pratiquer avec eux. Mais malgré cela, quel est l'intérêt de l'exercice de devoir regarder, vite de suivre, et puis moi de me sentir quelque part extrêmement gêné et pas à ma place. Et eux de m'expliquer que ce que je viens de faire, c'est l'équivalent d'un combat en temps réel. Donc je ne vois pas forcément l'analogie, et ils me l'expliquent. Ils disent oui, à partir du moment où quand tu fais un kata au milieu d'un groupe, donc je vous invite à le faire, hein, vous avez des débutants, faites-leur faire des katas supérieurs, vous les mettez au centre et vous leur dites « Ok, tu dois le faire avec nous, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois le faire, tu ne peux pas te tromper, tu dois le faire ». Ça va les mettre en obligation de regarder très rapidement et de comprendre très rapidement, donc d'accélérer toutes les notions cognitives du corps pour comprendre les directions, les positions techniques haut et bas du corps, mais aussi où sont les masses du corps. Et donc eux de m'expliquer qu'à partir du moment où j'ai repéré en une fraction de seconde où se trouvent les masses et comment ils font leur transfert des masses pour pouvoir se déplacer, pour changer de position, pour changer d'axe, si j'arrive à accélérer cette compréhension-là, donc cette visualisation, analyse, compréhension, pour pouvoir refaire le plus vite et pouvoir m'adapter le plus vite possible, à ce moment-là, lorsque j'aurai un adversaire devant moi, très rapidement, j'aurai analysé quelle jambe il est qu'il est jambe droite, jambe gauche, où sont ses appuis, comment il va générer son transfert de masse pour pouvoir se déplacer en fonction de mon positionnement, et donc en définir, moi, qu'est-ce que je peux faire face à lui. Donc c'est simplement des exercices pour améliorer la compréhension, l'analyse et on va dire la réactivité du corps. Donc les bras m'en tombent, je suis en 2002, je me rends compte qu'ils sont en plein cœur d'exercices de pure physio, mais purs martiaux aussi, et je me dis, ok, en France, on est quand même passé à côté de beaucoup de choses, on a simplifié beaucoup de choses. C'est des bestiaux, hein, les gars, hein, les maîtres de Keio, c'est des mangeurs de table, les gars, ils sont costauds. Hein. Je me dis, ok, les gars, ils sont aussi costauds qu'intelligents. En France, dans 70, 80, 90, il y a eu des lacunes sur privilégier peut-être certaines choses. Donc, il est temps de remettre les choses en place. Et à partir de 2002, c'est un combat qui m'est resté, d'essayer de me dire, ok, on peut pratiquer entre guillemets, comme des brutes, à taper dans des makiwaras, à suer, à transpirer, à courir, à faire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas l'intelligence de pratiquer comme il faut, derrière, ça n'ira pas bien loin. Donc, tous ces domaines pédagogiques que l'on va illustrer pendant cet été doivent vous servir aussi à vous dire, ok, c'est un surplus, ça ne peut être que du plus. Ce n'est pas là pour remplacer la pratique, c'est là pour faire du plus. Donc, aujourd'hui, on l'a vu, la partie démonstration, démonstrative, perceptive, gestalt. La prochaine fois, on verra justement comment travailler l'intellect à travers différentes méthodologies. Certaines vous sont totalement inconnues et c'est bien normal. Je suis là pour vous les révéler. On va parler de constructivisme et de choses bien plus intéressantes à l'intérieur. En attendant, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, pratiquez bien et je vous dis à bientôt. Ciao!